Aujourd'hui, on se retrouve avec Georges et Fred et on va répondre aux questions que la communauté nous a posées sur nos réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour. Alors, la première question, c'est quels sont les secteurs qui sont le plus attirés par la solution MyDID? On a à peu près 200 communautés actives. On a essentiellement du gaming, communauté crypto. Du et- coaching, Yes, ouais. on a de l'e-sport, on a du sport traditionnel, on a des entreprises, des associations, c'est très varié. Et la deuxième question, c'est avez-vous des partenariats? Est-ce qu'on a des partenariats en cours, à venir? Alors, nos services ont beaucoup évolué et là, on est en train de revenir vers tous les administrateurs des communautés présentes pour justement qualifier des partenaires, avoir des communautés qui seront publiques dans l'application. C'est-à-dire quand on joindra MyDID, l'application proposera des communautés à rejoindre et donc en priorité, on trouvera des gens qu'on qualifiera en tant que partenaires. Il y aura comme un moteur de recherche, je pense, avec un algo qui va remonter les communautés les plus pertinentes. Et c'est probablement celles-là avec lesquelles on va rentrer en contact pour éventuellement aller plus loin. En fait, elles seront classées par centre d'intérêt. Donc, soit les gens viennent par un QR code précis, par une application, par une communauté en particulier. Mais toi, quand tu joins l'application, quand tu lances l'application mobile, tu pourras sélectionner des centres d'intérêt et on te proposera des communautés qui sont adaptées. Et aussi, on avait évoqué le fait d'avoir des partenariats un peu plus recherche, université. C'est vrai. En fait, par l'orientation notamment sur les sujets d'IA et pour faire les choses convenablement, pour avoir par exemple à ce que les informations qui sont remontées des réseaux sociaux et traitées, que ça se fasse chez nous, il faut qu'on trouve un partenaire technologique qu'on est en train de qualifier. Donc on annoncera un partenaire technologique prochainement sur cette partie-là. Et aussi, en côté nouveaux sujets de recherche, on aura un partenaire universitaire qu'on annoncera qui nous aidera justement sur ces nouveaux sujets d'IA et de traitement et de recommandations sur les données issues des réseaux sociaux. Ok. Une autre question, c'est quel est le public qu'on cible? Alors, je peux faire une petite partie de cette réponse, parce que ça concerne aussi mon service, du coup. Ouais. Donc, ce qu'on cible, ça va être relativement large. Ça va être surtout en fait toutes les personnes dans les sociétés qui s'occupent de l'image de marque et de la réputation que ce soit d'une société, que ce soit autour d'une marque, d'une passion ou d'un loisir. La cible est relativement large parce que ce qu'on veut, c'est démocratiser un outil d'e-réputation à l'aide de l'IA. Parce que de notre constat, de nos études qu'on a pu faire au niveau du marché, c'est que la plupart de ces outils sont extrêmement onéreux, sont ciblés pour des très grosses entreprises. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est le mettre à disposition de la plus petite communauté jusqu'à au niveau entreprise, PME ou plus grand. Voilà. Donc on essaie de viser au plus large parce que voilà, on essaie. Je me trompe pas. Non. L'idée, c'est de rendre parce qu'actuellement, si on va sur des services de e-réputation, de brand management, ce genre de choses, effectivement, c'est réservé aux grands groupes qui vont voir des sociétés de conseil qui vont facturer des milliers d'euros pour une campagne bien précise. Donc l'idée, c'est qu'on aide les communautés à avoir une bonne vue d'ensemble sur ce qui se passe sur leur réseau et qu'on les aide à animer leur communauté, à maintenir de l'engagement. Donc effectivement, c'est plutôt des services qui sont réservés aux gros et qu'on veut démocratiser. Voilà. On veut toucher un maximum de monde. Le but sera aussi de faire venir beaucoup de monde rapidement. Ça fait partie de nos objectifs à court terme, on va dire, enfin court, moyen terme. Donc là, j'ai une question un peu plus spécifique. C'est est-ce qu'on a des clients potentiels pour, en gros, le système pour les airdrops avec le système de quête qu'on a dans la plateforme MyDID qui permet en gros de valider des actions. D'abord de s'authentifier, de vérifier son profil, de valider des actions et ensuite de récupérer un airdrop. Donc est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent utiliser nos services pour ça? Alors, on a été approché par des projets crypto, mais on n'a pas terminé complètement le travail. On a fait des actions là, pour valider le fait qu'on... C'est vraiment pas simple, c'est faire les vérifications d'identité, le lien avec l'identité des différents réseaux sociaux.
Mais côté administrateur des communautés, construire les quêtes, c'est pas quelque chose qui est complètement fini. Donc, quand on aura terminé cette partie-là, on reviendra vers les gens et surtout, on communiquera davantage sur cette capacité. L'idée essentielle, c'est que c'est souvent vu par des gens qui veulent faire soit de l'airdrop ou un remerciement à travers des dons de crypto. Et dans ce cas-là, il faut prévoir le circuit à faire pour les utilisateurs. Donc, par exemple, rejoindre des réseaux sociaux. Ou alors inciter à des actions sur des réseaux sociaux. Et voilà, donc oui, on n'est pas complètement prêt, mais bientôt prêt. Voilà, il faut juste qu'on termine la partie création de quêtes sur la partie administrateur. Voilà. Très bien. Tu as quelque chose à ajouter ou passer dessus Non, effectivement, on doit terminer les travaux pour aller de l'avant et on a des priorités qui sont là. Et donc, ouais, ça fait partie du plan de route, mais pas là pour tout de suite. En tout cas. D'ici la fin de l'année, mais il y a d'autres choses qu'on doit faire avant. Oui, voilà. C'est chargé la roadmap. Une autre question, c'est est-ce qu'on est une équipe de vente? J'espère. Ouais. En fait, on a... je pense que la plupart des gens, et même moi, ça m'arrive des fois de faire la confusion entre communication, marketing, vente commerciale, etc. Oui, on ne devrait pas, mais ça se fait encore. Vu qu'on change un peu le positionnement et qu'on annonce de nouvelles fonctionnalités qui sont quand même au cœur de notre présence à venir sur les sujets d'agents pour auditer et donner des infos de récapitulation, de résumé, pour avoir le sentiment de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça nous oblige à refaire un peu notre contenu. Donc on est en train de refaire notre site, un peu comment on refait l'orientation de nos slides, de présentation, etc. Je sais que tu travailles dessus. On est en train de refaire en gros une base de contenu commercial et d'argumentaire. On a Jonathan qui est à plein temps sur les sujets d'automatisation de prospection avec des outils modernes. Voilà. C'est ça. Donc toi, tu travailles beaucoup sur la refonte de ce contenu. Et quand on aura cette base, on étoffera aussi, je pense, l'équipe avec en gros un profil ou des profils purs commerciaux. Voilà. Après, dans le business model qu'on va avoir, en général, on n'a pas ce qu'on appelle des équipes de vente. On n'a pas des commerciaux au terrain ou quoi. Non, c'est le produit et doit attirer avec de la publicité payante, voilà, et de l'organique aussi. Tu as raison de le rappeler. En fait, mais moi, c'est deux sujets. Quand je parlais des commerciaux, ce serait plus pour attraper des partenariats, des profils tu vois, bien spécifiques. Et par exemple, il y a le sujet de l'utilisateur assez classique qui vient effectivement avec une vente. Et le but, c'est qu'avec à travers une publicité, une communication. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'il y ait le moins de friction. Donc, il faut que ça se vende tout seul, entre guillemets, et que le discours soit clair. Mais je parlais plutôt aussi d'aller chercher des comptes qui regardent notre technologie à travers de l'intégration. Donc, je ne sais pas si peut-être qu'on y reviendra, mais en gros, il y a des gens qui vont utiliser l'application telle qu'elle et notre service tel quel. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont dire la technologie nous intéresse, mais on doit l'intégrer à travers une API, etc. On ne veut pas votre interface. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est le moteur. Ouais. Dans ce cas-là, en fait, il faut des gens qui discutent plus longtemps, en fait. Oui, qui créent une relation commerciale un peu plus approfondie que juste je clique, je m'abonne et hop, dans le panier. Et par rapport à l'équipe de vente, effectivement, c'est bien de terminer le produit, de pousser la dernière version pour ensuite... on a eu pas mal de sujets aussi sur la compréhension du produit. On a fait pas mal d'efforts. Je pense qu'on a bien évolué. Et on en est assez fiers. Et je pense que par rapport à l'équipe de vente, ça va être plus simple aussi d'aller chercher de l'acquisition. Ouais. Oui, puisqu'il faut qu'on explique qu'en fait, on est en train d'atteindre ce qu'on appelle le market fit. Donc, en gros, qu'on rencontre les besoins qui sont attendus par le public qu'on veut atteindre au niveau technologique. Et donc, quand on s'y approche, là, on est dans la phase où on va devoir créer du contenu et créer tous les supports de communication, tout ça, et notamment qui servent aussi en général aux commerciaux pour qu'ils puissent aller chasser du lead et convertir. Maintenant, on va passer à un sujet un peu plus... Là, c'est vraiment votre sujet. C'est marqué « Où en êtes-vous avec la tokenomics ?» J'espère que je le prononce bien. Et l'utilisation du token.
a déjà publié une tokenomics light, disons, et on ne peut pas aller plus loin au niveau de l'intégration puisqu'on va commencer avec un modèle gratuit et ensuite un modèle payant en token, SEAL et aussi en fiat. Donc on a prévu tout un tas de mécanismes, des mécanismes de burn aussi qu'on a expliqué sur le site internet. Mais pour l'intégration, on a prévu cela pour le mois de novembre de cette année. Ouais. Donc ça va être vraiment un grand tournant, je pense, pour la communauté, de voir le token dans l'application, d'avoir un visuel dessus et de pouvoir commencer à aller plus loin et de pousser le token dans l'application et de lui donner une certaine visibilité aussi au sein des services qu'on propose. Ouais. Je sais que parfois, quand on parle de tokenomics, il y a une interrogation sur les tokens qu'a la team pour savoir si on va s'en servir comme récompense pour être partenaire. Nous, c'est pas l'idée, parce qu'en fait, si on fait ça, c'est on va entrer dans les termes, mais on rajoute à la circulating supply, on rajoute des tokens qui sont éventuellement qui vont chercher à être à vendre sur les places de marché. Donc, on va pas faire ça. On est vraiment dans l'idée qu'on va réduire la circulating supply tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, même quand les gens paieront en fiat, on ne sait pas encore quel rapport on va avoir entre la somme payée en fiat et le nombre de tokens rachetés. Mais en gros, c'est soit les gens, nos services seront payés, quand nos services seront payants, soit les gens payent en fiat un certain prix, soit ils payent en token et ça sera moins cher, beaucoup moins cher. Ça peut être une incitation à des profils traditionnels à acheter du token, mais il ne faut pas se leurrer. On va quand même sortir du monde du Web3 parmi nos clients. Donc, même s'ils voient cette possibilité, ils n'iront probablement pas acheter du token. Mais nous, on s'est engagé à en brûler, même quand les gens viennent payer en fiat. Donc, c'est juste pour dire qu'on fait l'intégration en novembre. Donc, en novembre, même si on n'ouvre pas nos services payants, il y aura en tout cas les premières offres, on verra combien est-ce qu'on tarifie et quels seraient les avantages à payer en SEAL. D'accord. Et quand on ouvrira, effectivement, on aura ces biens, soit on prend le SEAL est utilisé et on le brûle dans ces cas-là, soit les gens payent en fiat et il y a un certain montant pas équivalent, parce que je ne pense pas que ce sera le cas, mais on définira un ratio pour aussi qu'on s'engage à acheter sur les places de marché du token pour le brûler. Ça sera publié régulièrement sur le site. D'ailleurs, on a déjà fait un premier burn assez conséquent. On a prévu un deuxième également pour cette année. Et oui, que ce soit en fiat ou en token, il y aura toujours. Le but, c'est de réduire la circulating supply, faire le contraire des planches à billets, on va dire. Ouais. C'est un peu la philosophie dans le Web3. Donc, on s'engage et au niveau des tokens, on n'a pas prévu d'en donner à des partenaires ou quoi que ce soit. Pour que ça parte ensuite dans un exchange. Non, ce n'est pas du tout le plan. Donc, ouais, on est dans cette optique-là de burn en fonction des entrées. Ok, donc du coup, vous avez répondu à des questions que j'allais poser, mais c'est très bien parce que vous avez enchaîné. Et j'ajouterais aussi, pardon, qu'il y aura un discount si on passe en token. Bon, certains ne le feront pas, mais on va aussi apporter une certaine exclusivité. Il y a certains services, on en avait discuté, où il faudra absolument payer en token pour avoir ce template. Voilà. Ouais, il y a un équilibre, ça pourra être que des choses pas essentielles, vitales, mais effectivement, qu'il y ait quelques exclusivités, qu'il y ait des bonus. Voilà. Ok. Et donc, c'est la question qui tue, mais comment projetez-vous la valeur du SEAL ? C'est un peu compliqué. Tout va dépendre du volume qu'on aura sur l'application, du monde qu'on aura pu faire venir, de la visibilité qu'on aura. On peut avoir une idée, mais tout va dépendre aussi. Il y a beaucoup de variables en jeu. Il suffirait là maintenant que quelqu'un de populaire parle du token pour que ça monte. Voilà, c'est artificiel. Nous, on vise vraiment une réelle utilisation au sein de l'application, une vraie croissance, même si elle n'est pas tout de suite explosive comme on pourrait le faire via des influenceurs. Il y a énormément de variables en effet, donc c'est compliqué de se positionner là-dessus et de donner des estimations de prix. Je pense que dans tous les cas, c'est impossible. C'est impossible de donner des détails là-dessus. Mais pour rassurer un peu les gens, les porteurs du SEAL, en fait, c'est très lié au succès de l'entreprise en elle-même.
je pense que tu peux témoigner, c'était très longtemps une boîte de tech et de dev avec très peu d'efforts côté marketing, même en termes de recherche de compréhension par le grand public. Ça va être, en gros, là on est à la rentrée, c'est la première fois on aura un budget marketing conséquent. Et donc on n'a pas cherché à être très présent dans plein de médias parce qu'on savait qu'on n'était pas forcément prêt. Et puis aussi peut-être parce qu'on n'était pas sûr de notre discours. Maintenant, on est beaucoup plus sûr de notre discours et de l'orientation. Donc je pense aussi que ce sera à travers cette nouvelle visibilité sur les médias qu'on aura aussi une meilleure reconnaissance et donc que le token a plus de chances de prendre de valeur parce qu'actuellement on n'est pas encore assez présent sur les différents médias. Voilà. Il y aura une corrélation entre le token et la croissance de l'entreprise dans tous les cas. Si on a du volume de notre côté, on a le token naturellement, et si ce n'est pas naturel, on apportera des mécanismes, des liaisons pour mettre en avant le token sur les réseaux sociaux par rapport à l'écosystème. Ouais. Quel business model est prévu pour les services payants? On a commencé à le dire, donc on part en freemium pour les petites communes et après pour des fonctionnalités un peu plus poussées comme notamment l'IA, ce sera des forfaits mensuels. Enfin, je te laisse développer là-dessus. Parce que même freemium, des fois, ça parle pas aux gens, je m'en suis rendu compte. Ah ouais. C'est vrai que c'est très marketing. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en gros, les termes, quand je pitch le projet, c'est effectivement freemium, SaaS, voilà. Mais en gros, ça veut dire que c'est des services à l'abonnement, à la demande, sous forme d'abonnement mensuel. Et le côté freemium, ça veut dire qu'une partie des fonctionnalités seront accessibles gratuitement pour que les gens comprennent l'intérêt de nos services, inévitablement. Et puis, et très rapidement, on aura un premier plafond où là, effectivement, il faudra s'engager sur un service payant. Et puis, un second plafond pour, effectivement, quand les volumes et les actions sont plus coûteuses pour nous, pour les plus gros clients. Voilà. Et probablement dans la dernière type d'offre, ce sera un peu classique aussi, c'est les gens qui réfléchissent intégration ou qui ont des besoins très spécifiques. On leur dira contactez-nous dans ce cas-là. Voilà. Oui, du custom quoi. Donc freemium, ça gratuit pour les petits. Et peut-être qu'au tout début, on fera aussi une première période où on dira il y a un accès gratuit, même complet pour pas bloquer. Voilà. Premium. Voilà. Et en expliquant que ça va devenir bientôt payant. Voilà. Qu'en est-il de Cortex? Est-ce que vous pouvez aussi expliquer ce qu'est Cortex dans le projet MyDID aussi? Alors Cortex, ça a un peu plus de sens encore aujourd'hui. Ça en avait déjà à l'époque, au moment où on a conçu le projet théoriquement. Mais là, avec le pivot des agents IA, etc., intégrer Cortex dans la roadmap prochainement, ça a vraiment beaucoup de sens parce que on va pouvoir en fait aller chercher de la publicité puisqu'on aura des données récoltées. Donc, c'est pertinent. Alors, oui, parce que pour nous, on sait ce que c'est. Mais effectivement, pour les gens qui ont utilisé l'application n'en ont pas conscience actuellement. C'est des fonctionnalités qui étaient liées à de la publicité et de régie de sondage. En gros, que des acteurs puissent pousser de la publicité au niveau de l'application. Éventuellement que les gens soient remerciés pour ça ou en tout cas que des communautés puissent faire parler d'elles, y compris d'un point de vue publicitaire sur notre application. Un peu comme quand je vais faire une très mauvaise comparaison, mais tu es sur Facebook et tu payes pour être visible dans le fil des gens qui sont sur Facebook, pour être présent. Ça n'avait pas non plus beaucoup de sens parce qu'on n'avait pas travaillé la notion de fil d'actualité jusqu'à maintenant. En fait, la homepage de notre application était très fixe. Dans la version qui va sortir là, on a plus un feed. De feed. Donc éventuellement, on peut avoir de la publicité présente ici. Le but, c'est pas de se lancer et de parler de tout ce qu'on est en train de faire là et de mettre de la publicité tout de suite. On le fera progressivement, en fait, l'introduction de promotion en général, sans parler de publicité. Parce que c'est pas vraiment forcément de la publicité de faire de la promotion, je sais pas, de ton club d'e-sport
si on détecte que tu es dans la région concernée du club d'e-sport, tu vois, voilà, ça peut voilà. Je me suis un petit peu embrouillé là dans ma réponse. Mais non, mais en fait, moi, pour recentrer, ce que moi, j'essaie d'imaginer à quoi va ressembler. En fait, ce sera sous forme de quoi? De sondage? À quoi va ressembler une pub qui apparaîtra sur le feed sur l'application MyDID, par exemple? En fait, avec l'idée, Cortex. c'est que normalement, dans une régie publicitaire traditionnelle, il faut que tu aies un endroit qui pompe toutes les données des utilisateurs pour leur créer des profils pour savoir leur pousser de la publicité ciblée. Voilà. L'idée de réfléchir à ces sujets-là de manière décentralisée, c'est ton application mobile, elle emmagasine des infos, elle n'a pas besoin de les retransmettre à un espace serveur, centralisé. c'est ça? Ouais, elle peut très bien dire je vois un catalogue de publicité qui est disponible, d'un point de vue centralisé s'il faut, et je vais chercher de la pub qui me concerne. Donc en gros, ça t'évite d'avoir un acteur qui a toutes les informations personnelles de tous les utilisateurs. Donc ça, en gros, c'est une sorte de nouveau système de régie publicitaire plus éthique, puisque tu n'as pas de profilage personnel. Et au-delà de ça, il y avait aussi l'idée, pour les sondages, c'est pareil, c'est si tu veux je sais pas, avoir l'avis plutôt d'un public plutôt jeune, bah, pareil, théoriquement, il faudrait que tu saches les catégories d'âge de tous les utilisateurs d'un point de vue centralisé. Bah, là, ça peut être différent. Tu dis, je cherche à cibler des gens plus jeunes. Si on a, parce qu'on leur a demandé directement ou à travers leur centre d'intérêt, si l'application qui te connaît sait que tu es un jeune, éventuellement, elle va aller chercher la question et te la poser. Donc en gros, c'est pareil. C'est un moyen d'avoir des réponses d'un public cible sans pour autant de faire la centralisation d'informations abusive. Voilà. Ce qu'on disait dans les débuts, c'est que c'est effectivement ce que tu as dit, mais on parle vraiment de publicité éthique, parce qu'aujourd'hui, on parle de données en clair, on a des dates de naissance, on a des adresses, nom, prénom, on a un profil numérique assez précis. Et nous, en fait, on partait du principe qu'on n'avait pas besoin de savoir la date d'anniversaire, mais plus, voilà, je cherche des hommes ou voilà, des hommes entre 30 et 40 ans qui correspondent à tous ces critères-là. Et on pouvait les cibler dans un deuxième temps sans savoir exactement. L'âge de leur mère, le prénom du grand-père. C'est ça, voilà. Donc c'est un peu l'évolution pour moi de la publicité. Donc, oui, il y aura une intégration, ça fait partie de nos plans, mais là tout de suite, on a vraiment des priorités. C'est difficile de dire, voilà, à tel moment, on va intégrer Cortex. Aujourd'hui, Mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ce n'est pas Bien sûr. abandonné comme La projet. dernière fois, quand on avait répondu à des questions, on avait fait une réponse un peu de cet ordre, mais parce qu'en fait, c'est quand même lié aussi à l'adoption. Donc en fait, il faut qu'il y ait une adoption pour que c'est un sens de pousser de la publicité. Voilà. Dans un premier temps, je pense qu'on fera peut-être de la promotion qui apparaîtra des premiers, justement des partenaires. On parlait tout à l'heure des communautés vers lesquelles on est en train de revenir pour savoir la place qu'ils auront dans l'application mobile. Ça peut être aussi un sujet de partenariat, c'est-à-dire que dans le fil apparaissent déjà des petits espaces de promotion de certains de nos partenaires. Voilà. Un début de publicité pas trop agressive. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure de 200 communautés, ça n'a pas de sens. Si maintenant je vous dis dans 6 mois Cortex est intégré, c'est qu'on a réussi largement. C'est qu'on a eu assez de monde, assez de volume pour... d'utilisateurs aussi, parce que voilà, c'est bien d'avoir 200 communautés, mais il faut qu'il y ait du monde dans ces communautés et qu'elles aient réussi à grossir, notamment grâce à la plateforme MyDID, parce que c'est quand même le but de l'application, c'est de faire croître des communautés et de contrôler voilà, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux pour créer de la communication, des challenges, tout ça pour que les gens restent actifs et reviennent. Mais il faut qu'il y ait du monde sur ces communautés. On a la rétention et puis voilà. il faut, c'est des ressources aussi, parce que si on se met tout de suite sur Cortex, ok, très bien, on pourra démontrer qu'on l'a développé, mais il faut y aller étape par étape. Il faut valider certains paliers avant d'aller directement. Ce qui est un peu amusant, c'est qu'on parlait de Cortex très tôt, alors qu'on n'avait pas spécialement une orientation IA. C'était vraiment. Et là, maintenant qu'on a des agents IA, on a hésité à appeler justement ces nouvelles fonctionnalités à faire un lien avec Cortex. Donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Cortex reste pas spécialement un sujet IA. C'était plutôt effectivement de la centralisation, la décentralisation. Voilà. Je voulais juste dire aussi qu'une des raisons si on a un espoir qui est un peu plus utilisateur, c'est que on n'avait pas facilité autant que dans la prochaine version aussi les interactions entre les différentes personnes. Parce que là, les listes des utilisateurs dans les communautés deviennent publiques. Je pense qu'il y a même des gens qui ne l'ont pas encore vu. Et
et aussi la demande de contact pour entrer est plus simplifiée. Enfin, Avant, il public. fallait cliquer dessus, on Oui, avait oui. juste une info de demande en contact et répondre. Là, c'est un peu plus traditionnel. Tu l'as vu comment ça fonctionnait, c'est un peu plus à Oui, comme sur Instagram ouais, ou sur. c'était un premier message et tu vois le premier message et si ça et tu bloques si jamais si c'est du spam, la personne n'est même pas informée qu'elle est bloquée et voilà de manière On voilà. a changé la façon dont les gens vont pouvoir interagir entre eux. Ouais. Je précise parce que tu as dit la liste des membres devient publique, mais elle est publique entre membres de la même communauté, c'est pas public Oui, public. oui. On se dit comme ça. Et on est en train de voir, je sais pas, je suis même pas au courant de ça, à quel point ça va être en prod prochainement, mais il y aura le choix pour les utilisateurs, pour les administrateurs aussi de faciliter ces interactions entre les utilisateurs. Parce que parfois, tu as une communauté, mais tu souhaites pas que les gens puissent échanger directement entre eux, ça arrive aussi. Voilà, Oui. donc il y aura cette liberté. Voilà. Ok. Et on a aussi une question sur, évidemment, puisqu'on est une start-up et qu'on recherche des fonds, où est-ce qu'on en est au niveau de cette recherche de levée de fonds quand est-ce qu'elle arrive Oui. Combien on espère lever Je me dis, tu Ouais, bien sûr, on est complètement dedans. Là, on est vraiment, ça fait partie de nos priorités. J'en ai parlé plusieurs fois des priorités. Donc là, le dossier investisseur, on est dessus. On travaille sur tous les éléments qui vont nous permettre de vendre notre projet, d'intéresser des investisseurs. Et pour nous, ça va être très gratifiant de se dire que on a conçu un projet qui intéresse du monde, des professionnels qui ont mis de l'argent sur la table pour avoir des parts dans l'entreprise. Donc, une fois cette étape-là, on se dira la suite va fonctionner comme on l'a prévu, parce que si on n'arrive pas à vendre le projet, c'est qu'il ne marchera pas. Donc là, on est vraiment dessus à fond et toutes nos ressources. Ouais. En tout cas, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment. Non, c'est normal. Hein. C'est pareil. Hein. Là, on est dans une phase où on doit convaincre des gens, de nouvelles personnes, de l'intérêt de mettre des fonds. Et c'est très lié aussi à notre capacité à convaincre les gens côté service. Donc, au cas où il y aurait des gens qui sont intéressés pour cette partie levée de fonds, donc sur octobre, quelque part en octobre, on aura finalisé le dossier qu'on rend disponible pour les investisseurs potentiels à travers un pitch deck et puis un business plan, toutes ces choses-là qu'on ne donne pas non plus en public directement. Il faut qu'on est accompagné par une entreprise professionnelle sur ces sujets-là pour avoir un accès, une data room où on a ces informations et pas n'importe qui non plus. Et l'idée, c'est de lever des fonds dans le premier trimestre de l'année prochaine. Voilà. Donc, en gros, on est sur la fin de la rentrée. On termine le dossier ce mois-ci. On sera en octobre. Et levée de fonds ou lettre d'intérêt, parce que ça prend toujours plus de temps que nécessaire, mais en tout cas qu'on ait des premiers engagements et des retours positifs en Q1 2026. Ouais. Et avec plaisir qu'on communiquera une fois qu'il y aura des signatures. Oui, ça fait partie des... Quand on a une agence de relations presse, des premiers communiqués de presse qu'on prépare à l'avance pour pouvoir... Oui. Et en ordre d'idée aussi, le lever, c'est... voilà, on cherche au-delà du million rassemblé. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément un investisseur qui va venir avec 1 million. Si on peut, tant mieux, hein, parce que c'est moins ça se discute, parce que des fois, si tu as un investisseur qui est très présent, il faut que tu t'entendes bien avec lui. Mais en gros, l'idée, c'est de lever une somme supérieure au million à un ou plusieurs acteurs. Voilà. Après, j'ai des questions un peu plus techniques, je pense, mais c'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posée quand on est en salon. C'est quelle est la différence entre les Verifiable Credentials et les NFT? Ouais. Alors, je vais répondre sur cette partie-là. On peut voir les NFT comme une sorte aussi de signe de reconnaissance publique laissé par une entité. Le truc, c'est qu'un NFT, c'est forcément public déjà. Donc, en général, tu as donné une adresse pour dire, si on prend le cas des NFT dans l'usage des PWAP, en gros, c'est un type de NFT pour te signifier, pour reconnaître que tu étais présent à un événement. Donc on va prendre le THCC où on était à Cannes. Hein. Tu pouvais avoir le NFT, donc tu donnes une adresse,
Mais tu as plein de risques à ça. Parce que, déjà, ça veut dire que tu donnes une adresse. Donc, il faut que tu fasses attention à donner une adresse qui n'est pas une adresse où tu as des fonds. Parce que quand tu es dans un grand événement, tu peux être perdu dans la foule, ça va encore. Mais sur des petits événements, moi j'ai fait des petites démonstrations comme ça, où tu as un meet-up, tu as 15 personnes, il y a un NFT qui est distribué, et pratiquement tu le vois en live qui reçoit le NFT, puisque, oui, le NFT, parce que ça, tu fronces les sourcils, comme c'est public sur la blockchain, à partir du moment où tu le reçois, tu vois quelle adresse reçoit un NFT. Donc, si tu as donné une adresse sur laquelle tu as des fonds et que tu sais quelle personne, par exemple, bah, tu peux avoir une idée de la fortune qu'ont les gens. Donc, le NFT, le problème du NFT, c'est que c'est forcément public. Voilà. Okay. Et que ce n'est pas forcément quelque chose que tu souhaites à public. Et après, là, j'ai donné l'exemple de la participation à un événement crypto, parce qu'on parle beaucoup de NFT dans ce monde-là. Mais déjà, le NFT, ça ne parle pas à tout le monde. Et nous, on vise très largement les gens du Web 2 ou du Web 5, si on parle la partie, peu importe, mais il y a plein de gens qui, le Web 3, ça les passionne pas. Donc déjà, le NFT ne couvre pas ces gens-là. Donc la réponse est déjà le NFT, c'est très précis, tu as des risques en termes de privacy, et c'est pas forcément utilisable par tout à chacun, alors que dans la notion de Verifiable Credential, tu le planques dans un wallet, c'est un badge. Voilà, on n'est pas obligé de partir sur cette partie utilisation d'une blockchain, quelle adresse, comment le bouger, des choses comme ça. Oui, en plus, le NFT, ça se bouge. Des fois, ça n'a pas trop de sens quand on te donne un diplôme, si c'est sur la forme d'un NFT, il n'y a aucune raison que tu puisses le bouger à une autre adresse comme si tu le donnais à quelqu'un. Oui, puisque c'est le voilà, puisque c'est le tien. Voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on avait eu des questions similaires. Est-ce que je vais pouvoir vendre un badge certifié et tout ça? Bon, après, ouais, la question, elle est intéressante. Mais il y a vraiment une distinction entre les NFT et ce qu'on fait, parce qu'on a des cas d'usage qui sont bien différents. Oui, mais je comprends la question. Nos badges, j'arrête de taper le micro, nos badges sont visuellement sympas, ils sont personnalisables, donc forcément, les gens, quand ils voient ça, ils font « Ah, c'est joli, c'est un NFT ?» Non, it's not. On a une question sur la communication, notamment communication en anglais, expansion à l'international. Donc je vais pouvoir y répondre. Alors déjà, il faut savoir qu'il faut déjà qu'on s'installe assez bien en France, mais en parallèle aussi, on fait quelques actions. Vous avez pu remarquer quand même sur nos réseaux sociaux, on fait une partie des communications en français et des fois on la réplique en anglais quand elle est pertinente. Et prochainement, on sera au Web Summit au Portugal, donc c'est un événement international. Donc c'est dans nos objectifs de faire une expansion au-delà des frontières françaises, évidemment, parce que de toute façon l'application elle-même est déjà disponible en anglais et en français. Oui, mais ça nous forcera, comme à Monaco, à travailler aussi sur la dernière mise à jour sur les supports en anglais pour être prêt pour Lisbonne. Ouais. Oui, donc, oui, la réponse est oui, on fait des communications en anglais. Après, on ne va pas utiliser les mêmes moyens, les mêmes efforts de relations presse, par exemple, en France qu'à l'étranger, parce que ça se fait par pays, c'est assez spécifique. Donc, voilà, c'est prévu et c'est déjà même en cours, je dirais. On a une question sur l'usage de l'application par rapport au KYC. Ouais. Alors, pendant un temps, et c'est toujours le cas, en fait, nous, on répond aux standards de l'identité décentralisée, des Verifiable Credentials. Pendant longtemps, on était un petit peu en train de faire de l'évangélisation technologique parce que les gens ne comprenaient pas trop ce que c'est. Maintenant, si on regarde les projets pour le meilleur et pour le pire de l'identité européenne officielle, chaque pays en Europe va devoir proposer des wallets qui sont sur ces standards. Donc on va arrêter de prêcher dans le désert, tout le monde est convaincu de l'utilité technologique. Nous, on saura exploiter ces standards. Enfin, prochainement, on pourra aussi intégrer la lecture de passeports, des choses sur les anciens standards côté application. Mais la conclusion qu'on a eue sur ces sujets, c'était que les gens qui ont besoin du KYC sont obligés de passer par des opérateurs avec un tampon Personal Information Verifier européen qui coûte 1 million rien que pour obtenir en gros cette qualification-là à peu près, en effort global. Donc c'est réservé à un tout petit nombre d'acteurs. Et il y a en plus
pour dire que ça s'est beaucoup centralisé et rapproché. On a même des gens qui ont travaillé côté KYC qui ont déposé le bilan. Donc c'est un secteur qui doit pas être le nôtre parce qu'effectivement il est réservé de plus en plus à des acteurs très centralisés. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est sur ces respects des mêmes standards. Donc en gros, on a un espoir. Ça dépendra on saura l'année prochaine comment se fera la version wallet d'identité à cette norme européenne en France. Mais théoriquement, on doit pouvoir communiquer, c'est-à-dire exploiter les données qui sont dedans et peut-être avoir nous donner que nos issuers, nos émetteurs puissent donner des badges qui puissent être arriver sur ce nouveau wallet. européen. Okay. Mais en fait, ça va dépendre de chaque pays parce qu'il y a le respect de ces standards pour les choses habituelles. Et puis l'ouverture vers le privé, ça c'est la liberté de chaque pays. Donc on ne sait pas encore de ce côté-là à quel point on pourra faire de l'interopérabilité entre les wallets, mais en tout cas d'un point de vue technique, on est sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, voilà, les gens me parlent souvent de ces projets-là pour avoir plus d'informations sur la partie technique du wallet européen. Je leur dis, il y a plein de choses techniquement, c'est très bien, et nous on est sur les mêmes standards. Après, l'ouverture et l'interopérabilité, à mon avis, ça va être un casse-tête. C'est pour ça que ce n'est pas un sujet qui est devenu central chez nous. On peut faire du KYC, mais dès qu'on a besoin de normalisation et de coups de tampon européens, pour moi, c'est un marché qui est bouché. Ça ne peut pas être notre avenir. Très étatique. Ouais. Ok. Si tu es une banque, nous, on peut donner des choses très fiables, mais elle s'en fout. Elle peut travailler qu'avec 2 acteurs du secteur, pratiquement, pour le côté vérification des données personnelles. Donc, voilà. Donc, on s'éloigne du marché du KYC à raison, parce que c'est trop spécialisé et trop réservé à des gros qui ont l'habitude de travailler avec des États. Voilà. On a une question sur à quel point on peut décentraliser sans Internet, donc par Bluetooth ou Wi-Fi direct. Ouais, alors, le sujet a été relancé récemment. Moi, j'étais en contact avec les gens de l'équipe Berti ou Berti Tech qui ont fait un premier système de messagerie. Si tu as Internet, ça fonctionne via Internet, via un service centralisé. Il fait du chiffrement point à point. Mais en gros, si tu as Internet et que je t'envoie un message, le message passe par le serveur et est renvoyé à toi puisqu'on est connecté à Internet. Okay. Et Berti, si tu prends l'avion, si tu perds la connexion Internet et que les gens utilisent du Bluetooth et leur téléphone se voit, ils peuvent continuer à communiquer, à s'envoyer des messages sans connexion Internet. Donc, je pense que c'est relatif à ça. C'est-à-dire que dans certains cas, tu peux, sans connexion Internet, continuer à échanger. Voilà. Ça a été relancé parce qu'outre Berti, je ne sais pas à quel point le projet est actif, il était très bon techniquement et open source, etc. Ça a été relancé parce que le fondateur de Twitter, le vrai fondateur de Twitter, a fait de la publicité pour une nouvelle application de messagerie qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si tu perds la connexion Internet et que les gens sont suffisamment proches, ils peuvent continuer à échanger, voire même ça sert de relais. C'est-à-dire que si moi je vois ton téléphone et que toi tu vois le téléphone de Georges, on va dire que géographiquement c'est aussi comme ça. Si le téléphone de Georges, vous voyez le mien et que le mien vous voyez le tien, éventuellement vous pourriez continuer à échanger en ayant perdu la connexion Internet. J'ai vu ce que Jack Dorsey il a produit là jusqu'à présent, mais quel est l'intérêt si on est proche de communiquer via notre smartphone? Pourquoi on ne se parle pas directement? Question bête. Non, c'est pas bête. C'est tout ce qu'on appelle des réseaux méchés. C'est en mèche, pas éméché, oui, c'est pas un truc avec de l'alcool. Ça te semble, parce que si on est côte à côte, non, ça n'a pas trop de sens. Et j'ai donné l'exemple dans un avion, bon, ça a plus ou moins un sens. Mais si tu es à l'échelle d'une ville, si tu as une adoption qui est très forte et que du coup beaucoup de gens se voient entre eux et qu'il y a du relais, si tu perds ta connexion Internet, la ville peut continuer. Tous les gens de la ville peuvent éventuellement continuer à communiquer entre eux. Donc ce qui est quand même. Donc si on se tient tous la main, qu'on fait le tour du monde, je peux communiquer avec le monde entier. Si je comprends bien. L'idée, c'est un pontage. En fait, ça nous semble un peu. Si tu vis dans un pays un peu privilégié où tu sais pas ce que c'est que les risques de coupure Internet, parce que d'un point de vue technique ou d'un point de vue censure, tu oublies ça. Mais il ne faut pas oublier que Jack et d'autres sont très militants du droit à l'expression et à la capacité à échanger.
Donc, si tu as une dictature qui coupe, par exemple, accès Internet, mais que des gens qui sont en train de se révolter, là, il y a pas mal d'actualités sur la Gen Z là, dans différents pays qui fait bouger, où l'accès aux réseaux sociaux était important. Il y a même des pays où il y a eu des révoltes parce qu'on leur a coupé justement l'accès aux réseaux sociaux. Donc, c'est des sujets qui pourraient faire sens. Moi, qui m'intéresse, comme à tous les gens, des militants de vie privée, de droit d'expression. Mais non, c'est pas assez. Nous, on met pas le focus sur ça. On pourrait, à l'avenir, peut-être réfléchir à ça, mais c'est pas le focus. Et je recommande, voilà, Bertie ou le projet qui est poussé par Jacques Dorset, plutôt comme solution fiable en tant que messagerie, par exemple, qu'on n'arrête pas même quand on coupe Internet. Voilà, c'est pas notre sujet à nous. On aime bien, mais c'est pas notre sujet chez MyDaily. On parle aussi d'intégration wearables ou wearables, je sais Ouais. pas comment ça se prononce exactement. Non, voilà. À titre personnel, je suis un grand fan de toute la mouvance du wearable computing. C'est-à-dire la capacité qu'on a à emporter de plus en plus avec nous des ordinateurs, des assistants. Et le côté wearable, c'est qu'on peut porter. Oui. Et c'est un sujet qui est relancé parce que pendant un temps, en fait, on a envisagé, sans que ce soit possible, l'intégration des lunettes d'ordinateurs ou des capacités aux lunettes. Et c'est redevenu possible récemment, en fait, que ce soit Ray-Ban, Meta. On fait des démonstrations de lunettes où tu as un petit écran intégré, où tu discutes avec la voix, etc. Donc je pense qu'il faut référence à tout ça, parce qu'en tout cas, moi, c'est ce qu'on appelle des wearables. Donc oui, on peut envisager. Actuellement, en fait, c'est très compliqué d'avoir accès même au kit de développement de ces nouveaux wearables, et encore plus de développer. En fait, là où je suis allé pitcher MyDID, j'ai rencontré des gens dont c'est le métier, qui ont réussi à avoir ces kits, et avec qui j'ai instantanément sympathisé en tant que geek du secteur aussi. Donc, c'est cohérent que nos systèmes soient intégrés à ces nouveaux devices périphériques, mais c'est encore trop tôt. Mais oui, ça fait sens d'être intégré. Puis, on nous reproche à juste titre de ne pas pousser assez rapidement le projet, le token, etc. Si on se concentre sur chaque nouvelle techno et qu'on veut tout implémenter, dans 10 ans, on est encore en train de développer, de produire, et on ne va jamais commercialiser le produit. Oui. Donc là, on a vraiment envie d'y aller à fond. Et... Moi, je veux bien qu'on lève plein de fonds pour s'occuper de ces sujets-là qui me passionnent, mais ce ne sera pas la priorité, je sais. Oui, voilà, il faut garder à l'esprit qu'on n'est qu'une dizaine, on est 10, donc c'est sûr que ça ne peut pas aller aussi vite que si on était déjà une PME. On a une question sur Comect, puisque nous, on est Comect et on développe sur le projet, pour le projet MyDID. Est-ce qu'on a d'autres projets que MyDID, la plateforme MyDID, l'application ? Absolument pas. Frédéric n'est pas à mi-temps, on est 100% focus sur MyDID, donc y compris les devs, toute l'équipe. Donc non, on n'est pas sur d'autres projets. Ok, bon, mais je pense que c'est une bonne question pour conclure cet entretien. Je laisse le dernier mot de la fin, l'un d'entre vous, quel se sent plus inspiré. C'est une belle aventure, on est dans une phase pour moi qui est très intéressante, qui est... c'est ce que j'attendais depuis le début, on y est, on va enfin pousser le projet, on va enfin le commercialiser, et faire venir du monde dessus. Voilà. Donc c'est une belle période. Là devant nous, les beaux jours arrivent. Oui, et puis c'est la rentrée, donc on reprend aussi la communication à travers les newsletters, et puis on essaiera de faire cet exercice. Alors on n'aura peut-être pas la chance de le faire en présentiel tous les trois, parce qu'on ne se retrouve pas tous les jours, tous les trois géographiquement, mais on fera d'autres sessions justement à travers des entretiens sous cette forme-là. Voilà. Donc, il faut retenir une chose, c'est l'intégration du token en novembre sur l'application. Et une nouvelle version de l'application qui change complètement l'UX design. C'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais la prochaine version va être relativement différente au niveau de l'utilisation et pour les utilisateurs de l'application. Pour le studio sur l'application web, ce ne serait pas encore la refonte complète. Mais en tout cas, l'application va drastiquement changer d'apparence. Ce sera beaucoup plus simple de switcher entre communautés, de voir son feed, de voir, de communiquer entre les gens, et pour le manager aussi de diffuser des messages, tout ça. Donc soon, je ne vais pas dire de date, soon. Ouais. Voilà.